Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Élise Gagnon. Je suis étudiante en psychoéducation à l'Université Laval. J'ai travaillé à l'organisation de ce colloque avec ma collègue Mathilde Moffett-Bourassa sous la supervision de Mme Isabelle Fortin-Dufour, professeure ici à l'Université Laval. C'est un honneur aujourd'hui pour moi de vous présenter les conférences auxquelles nous aurons la chance d'assister. Premièrement, bienvenue à ce dernier bloc de conférences du colloque sur l'abandon des carrières criminelles. Alors, tout au long de l'organisation, on a rencontré plusieurs défis. Puis nous sommes vraiment fiers d'avoir réussi à trouver des solutions pour que cet événement soit possible. Nous vous remercions tous et particulièrement chacun des conférenciers qui ont bien voulu venir aujourd'hui partager leurs résultats de recherche avec nous. Alors, tous les articles qui sont présentés aujourd'hui vont être disponibles sur le web. C'est tous des articles qui ont paru dans la revue de criminologie, dans la plus récente version. Alors, avant d'inviter notre première conférencière à prendre la parole, laissez-moi vous donner quelques informations. Alors, aujourd'hui, nous aurons la chance d'entendre 3 présentations consécutives. Il y aura ensuite une période de questions où est-ce que vous aurez la chance de partager vos questionnements, vos réflexions aux conférenciers. Puis, tout au long des conférences, nous vous demandons de bien garder le son de votre micro fermé. C'est ça. Puis comme mentionné précédemment, ce bloc de conférence sera enregistré et sera disponible via le web pour que vous puissiez le consulter. Alors, merci beaucoup de votre collaboration et de votre présence. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter notre première conférencière de la journée, Madame Fabienne Glowax. Alors, Madame Fabienne Glowax est psychologue clinicienne et expert près des tribunaux. Madame Glowax est également professeure à la faculté de psychologie et à la faculté de droit de l'Université de Liège en Belgique, où elle enseigne la psychologie criminologique, la psychologie de la délinquance, ainsi que les méthodes d'intervention clinique de réinsertion sociale. Ses principaux domaines de recherche et de clinique sont les violences sexuelles, la délinquance juvénile, les violences conjugales et la radicalisation de la désistance et des processus de sortie de ces trajectoires. Alors maintenant, ma collègue Mathilde Moffett-Bourassa va vous présenter les informations qui viennent d'être mentionnées en anglais. So, hi everyone, my name is Mathilde Moffett-Bourassa. I'm studying at Laval University in psychoeducation. I have been involved with my peer Élise Gagnon in the organization of the symposium. We have worked under the supervision of Professor Isabelle Fortin-Dufour. It is my great honor to introduce this conference today with Élise Gagnon. First, we would like to welcome you to the 4th session of this online international congress on assisted desistance. The organization of this symposium has faced many challenges. We are proud to have found solutions. We thank you all, and in particular our guest speakers who will share with us the result of their research work. These works are all published in the last edition of the Journal of Criminology. They are all available online. Before inviting the first speaker, let me give you some information. Today, we will have 3 consecutive presentations. 1 question period will take place at the end of these 3 conferences. During the presentation, we ask you to mute your microphone. We would appreciate that you keep your cameras open. As we mentioned previously in the communication, this session is recorded and will be available later. Thank you very much for your collaboration and your presence. Without further ado, I will present our first speaker, Professor Fabienne Glowax. Fabienne Glowax is a clinical psychologist and expert near the courts. She is also a professor at the Faculty of Psychology and at the Faculty of Law in the University of Liège in Belgium, where she teaches criminological psychology, delinquency psychology, as well as methods of clinical intervention for social reintegration. Her main fields of research and clinical work are sexual violence, juvenile delinquency, domestic violence, and the radicalization of desistance and the process of exiting these trajectories. So now please welcome Professor Glowax. Bien, bonjour à tous et merci pour
cette invitation et pour cette présentation. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager ce moment et partager également les recherches menées dans mon service et notamment dans ce domaine précis qui est celui de la radicalisation et du terrorisme. Alors, je vous propose dans le cadre de cet exposé de pouvoir tout d'abord contextualiser cette problématique. Alors, nous sommes actuellement dans une actualité en Europe, en France et peut-être qu'au Québec également avec ces derniers événements qui nous rappellent évidemment, qui nous amènent à envisager l'historique. Il faut savoir que la Belgique, comme de nombreux pays européens et chez vous également probablement, on est préoccupé depuis quelques années avec le phénomène du terrorisme. Alors, à la suite de la guerre civile en Syrie en 2011-2012, des dizaines de milliers de volontaires étrangers ont rejoint la zone irako-syrienne, faisant de ce conflit la plus importante mobilisation djihadiste depuis les années 80. Alors la Belgique est un des pays de l'Europe qui a vu le plus grand nombre d'individus, proportionnellement à sa taille, partir rejoindre les rangs de Daesh en Syrie, en Irak. Et depuis le début du conflit de Syrie, on compte 422 combattants terroristes étrangers qui ont quitté le pays. Depuis 2018, nous n'avons pas de Belges qui sont repartis en raison de la situation politique. Un autre constat au niveau européen, c'est que ces personnes, cette nouvelle vague de djihadisme compte de nombreux gens, de nombreuses personnes de jeune âge. Donc, les individus sont de plus en plus jeunes. Donc, ce constat a mobilisé le secteur de l'aide et de la protection de la jeunesse qui jusque-là se sentait moins concerné par cette problématique, par la problématique du terrorisme. Et en même temps, de nombreuses questions se sont posées quant aux interventions à mener au niveau préventif, mais également au niveau répressif. Alors, en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire la partie francophone de la Belgique, une étude a été menée portant sur 27 mineurs qui ont été déférés devant les tribunaux de la jeunesse entre 2013 et 2017 sur base de l'article 40 du Code pénal qui recouvre différents faits témoignant d'une application plus ou moins sévère dans les comportements extrémistes. Alors vous pouvez voir que évidemment ce n'est un faible taux de prévalence par rapport à l'ensemble des mineurs délinquants, mais la thématique en elle-même nécessite vraiment une attention particulière et va questionner les interventions à mener et notamment savoir si les interventions que nous avons menées dans le domaine de la délinquance peuvent être également mobilisées dans ce contexte. Petit rappel par rapport au cadre légal, donc on peut les faits qualifiés d'infractions en rapport avec le terrorisme recouvrent trois grandes catégories: la participation aux activités d'un groupe terroriste et diffusion ou mise à disposition du public d'un message avec l'intention d'inciter à la commission d'actes terroristes, le recrutement et tous actes de nature à provoquer ou faciliter le recrutement et tentative de quitter le territoire national en vue de la commission en Belgique ou à l'étranger d'une infraction visée par les articles précédents. Dans le cadre des ordonnances du tribunal de la jeunesse, on peut lire, par exemple, un cadrage concernant les faits. Ce mineur est en relation avec une série de personnes dont il est avéré qu'elles sont actives dans le cadre des appels glorification des attaques menées par l'État de Daesh. Il a participé à des conversations sur un réseau social utilisé par des jeunes pro-terroristes, conversations qui sont sans équivoque quant à des intentions malveillantes à l'encontre de mécréants. Et il a participé à la confection de films de propagande. Donc voilà un petit peu le cadrage légal et la manière dont sont appréhendés ces faits de différentes natures. Alors, dans le cadre de cette étude dont je vous parlais, portant sur ces 27 mineurs ayant mené des activités en lien avec le terrorisme, il faut savoir que 3/4 d'entre eux n'avaient pas d'antécédents judiciaires. Il s'agissait donc de primo-délinquants. Ils n'avaient aucun antécédent non plus par rapport à des faits de terrorisme. Donc les questions qui se sont posées ont été de savoir comment finalement un jeune qui n'a pas d'antécédent, qui est inscrit au sein de sa famille, dans un contexte scolaire, peut en arriver à de tels agissements, allant jusqu'à renoncer à sa propre vie, mais également à s'impliquer dans la commission d'actes
d'actes d'attentat. Donc, il s'agissait de comprendre les motivations, les processus, les facteurs pouvant amener ces jeunes à s'affilier et participer donc activement à des groupes terroristes. Alors, si les recherches ont initialement envisagé la question de la santé mentale, qui est encore d'actualité par rapport peut-être aux faits récents, il s'avère que l'ensemble des recherches ont abandonné finalement l'idée de pouvoir dresser un profil type et de pouvoir identifier des troubles psychopathos ou un profil spécifique de personnalité pouvant expliquer l'engagement et l'implication dans de tels faits. Et donc, hormis les individus qui peuvent agir seuls sans le support d'une organisation terroriste, ce qui n'est pas le cas des mineurs dont nous parlerons aujourd'hui. On s'est dès lors intéressé aux processus qui ont amené un jeune à s'engager dans une telle trajectoire, et donc a été convoquée la notion de radicalisation violente, donc la radicalisation menant à la violence, étant compris comme étant un processus par lequel des personnes adoptent un système de croyances extrêmes, comprenant la volonté d'utiliser, d'encourager ou de faciliter la violence en vue de faire triompher une idéologie, un projet politique ou une cause comme moyen de transformation sociale. Donc clairement, cette définition ne va pas uniquement se référer à la radicalisation de type djihadiste, mais on peut voir qu'elle recouvre assez bien le cadre légal et les différents types d'infractions qui ont été établis. Alors, différentes modélisations ont été proposées sur base de différentes théorisations concernant ces dynamiques de radicalisation violente. Alors, l'objet de la communication aujourd'hui n'est pas de développer ces différentes théorisations, conceptualisations, juste peut-être vous présenter une modélisation des dynamiques de radicalisation sur lesquelles j'ai travaillé, où l'on peut voir que d'une part, il y a l'environnement social qui va être pris en compte dans ce modèle au sein duquel le jeune évolue, avec une proximité au niveau de la radicalisation, soit par le quartier, soit par la présence de mosquées, soit par la présence d'adultes qui sont déjà partis en zone de combat. On peut voir également que des éléments plus intra-individuels, que l'on va davantage parler de vulnérabilité psychosociale, où ces jeunes sont en isolement social, peuvent ressentir un malaise psychosocial, une crise personnelle de type existentiel, avec des pertes par rapport au sens de la vie, par rapport aux repères identitaires, mais également des caractéristiques, notamment celles de recherche de sensations, qui vont amener des besoins qui ne sont pas comblés chez ces jeunes, tels que les besoins d'appartenance, besoins de reconnaissance et de sens, besoin de se sentir acteur et besoin de réalisation de soi et de but. Donc, ces besoins et ces pertes vont articuler et amener finalement une ouverture, une certaine réceptivité par rapport à des offres qui peuvent être présentes dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Et on parle d'offres djihadistes qui va par l'intermédiaire d'un médiateur de radicalisation, donc un individu présent soit dans l'environnement social, soit par le biais des réseaux sociaux, va socialiser ce jeune et va éduquer ce jeune, va éveiller une curiosité par rapport à la religion, va éveiller un élan religieux, va amener toute une socialisation radicalisante, donc va être vraiment la personne de référence qui va, sous un mode de compréhension, de bienveillance, amener une nouvelle lecture du monde, une nouvelle lecture de la religion, une nouvelle lecture également du monde social. Et à cela s'ajoutent également les dynamiques de groupe qui vont permettre de renforcer et consolider ces affiliations pour groupes au sein desquels ces jeunes vont trouver une place, un statut, une identité, un sens, ce groupe qui va permettre également l'intériorisation d'une idéologie tout en imposant des ruptures avec le milieu familial d'origine et ce faisant également amener une légitimation de la violence qui peut amener à l'orientation et une trajectoire pouvant aller jusque le passage à l'acte. Donc, c'est un modèle extrêmement complexe et dynamique dont là, ceci est une synthèse. Donc, vous pouvez en tout cas consulter l'article qui a pu le développer. Alors, lorsqu'on a pu identifier et mieux comprendre ces trajectoires de radicalisation violente, très rapidement, on a envisagé la déradicalisation. Il s'agissait évidemment d'un enjeu politique. Il s'agissait également d'un enjeu où ces politiques répressives ne pouvaient pas agir et être
les seuls à pouvoir proposer des interventions, mais il fallait également envisager des prévention et répression. Déradicalisation qui a suscité des réactions assez vives, car très rapidement, des professionnels ont pu dire il n'est pas possible de déradicaliser, il s'agit là d'une mission impossible, et ce constat, ou en tout cas cette posture, amène finalement un sentiment d'impuissance et également nous ramène à nous aligner à cette notion de rien ne marche dans ce domaine du terrorisme, dans ce domaine de la déradicalisation. Un autre concept a dès lors été associé à la déradicalisation, c'est le concept de désengagement. Ces deux termes sont utilisés de manière interchangeable et parfois incohérente. Alors peut-être de manière de nouveau très synthétique, il est intéressant de se rappeler que le désengagement va davantage cibler les aspects comportementaux du processus, soit les processus amenant l'individu à renoncer à la violence comme mode de fonctionnement, alors que la déradicalisation va davantage cibler la dimension cognitive du processus d'abandon du terrorisme, donc le renoncement aux idées radicales. Alors, étonnamment, la désistance a été moins mobilisée dans les premières théories, les premières modélisations, les premières recherches, alors qu'elle offre certainement un cadre de référence très intéressant qui peuvent rejoindre finalement ces deux dimensions qui sont envisagées, à savoir le désengagement et la déradicalisation. Certaines études ont été menées et ont pu notamment présenter des modèles sur base d'études, le plus souvent reposant sur des individus qui ont décidé de quitter un groupe terroriste et qui vont envisager les facteurs d'incitation et les facteurs d'attraction. Je vous renvoie également à l'article dans la revue Criminologie pour avoir davantage de renseignements. Donc, la sortie du terrorisme va finalement être associée à un processus qui va à la fois inclure un désengagement sur le plan comportemental et à la fois envisager un renoncement à un groupe terrorisme et un départ de ce groupe terroriste. Alors, dans le cadre de mon étude, on va s'intéresser aux mineurs. Très peu d'études ont été menées au niveau de mineurs, et l'idée et l'objectif de cette étude était de comprendre, sur base du récit de jeunes, ce que ces jeunes ont considéré comme ayant soutenu leur processus de désistance. Donc, il s'agit d'un récit narratif qui a été sollicité à partir de deux questions qui ont été ensuite soutenues par des relances, de sorte à vraiment soutenir la production et la narration des sujets. Première question, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu es ce que tu es aujourd'hui? Donc, question qui a été validée dans le cadre de recherches précédentes en matière de désistance, en matière de délinquance générale. Et ensuite, question spécifique à cette recherche, selon toi, qu'est-ce qui a participé à ta sortie du groupe et de l'idéologie? Donc, cette terminologie, ces termes sont vraiment ceux que les jeunes eux-mêmes emploient. Ils parlent de sortie du groupe, sortie de l'idéologie. Donc, ces données ont été recueillies et analysées à partir selon la méthode IPA, donc analyse interprétative phénoménologique, qui nous a permis vraiment d'essayer de comprendre et d'approfondir le vécu subjectif du sujet, d'aller rechercher le sens qu'il donnait aux différentes expériences vécues, et nous a permis ensuite de pouvoir analyser et également interpréter à partir d'une posture de chercheur, à partir d'une approche inductive des thèmes émergents de cette recherche. Alors, l'échantillon est constitué de 3 mineurs qui ont été judiciarisés à l'âge de 15 ans pour 2 d'entre eux et 17 ans pour le 3e, pour des faits qualifiés donc de participation à une activité d'un groupe terroriste et ayant bénéficié de mesures par le tribunal de la jeunesse. Donc, ces 3 mineurs se sont portés volontaires pour participer à cette étude. Il faut savoir que dans leur profil, c'était des mineurs qui n'avaient pas d'antécédents judiciaires, des mineurs qui, avant les faits, évoluaient dans le milieu familial et étaient scolarisés, qu'il n'y a pas eu de décision spontanée de leur part de quitter leurs affiliations au groupe terroriste. Il s'agit bien d'une intervention qui va s'appuyer sur une aide contrainte sur base de l'arrestation qui a eu lieu et des jugements qui ont été émis par le tribunal de la jeunesse. Ces jeunes également se considéraient, et c'était le critère d'inclusion dans cette recherche, comme étant sortis de la radicalisation du groupe État islamique. Donc, c'était vraiment, ils pouvaient se définir comme tels et s'identifier comme tels. Donc, et ensuite, second critère, il n'y a plus de fait depuis 2 ans.
Alors, quels sont les différents thèmes qui émergent des récits de ces trois jeunes? Donc, de ces trois jeunes, nous avons donc fait une analyse transversale pour faire ressortir les thèmes majeurs qui nous permettent de rencontrer et de répondre à cette question des interventions en matière de désistement. Alors, un premier élément est que tous nous ont parlé d'un processus long et complexe qui va être ponctué de moments de fermeture, de doute et d'ambivalence. Donc pour les trois jeunes, la première phase a été un repli sur soi et une fermeture extrêmement forte, marquée par rapport à toutes les interventions qui pouvaient être menées et toutes les remises en relation et les remises en question par les professionnels, par les pairs et par les familles. Ils étaient aux prises avec un sentiment de colère et d'échec très important lors de l'arrestation. Ils expliquent que durant cette première phase, ils se sont vraiment reconnectés mentalement, donc dans une position vraiment de repli au discours djihadiste et s'être sentis renforcés dans un premier temps dans leur adhésion à l'idéologie et au discours qui avait prédit le fait qu'ils seraient placés, enfermés, coupés des autres dès lors que l'État belge interviendrait dans leur vie. Toutefois, c'est sous la contrainte du tribunal de la jeunesse et du juge de la jeunesse qui demande aux jeunes de s'engager dans un travail de remise en question par rapport à ses agirs et par rapport à sa trajectoire, mais aussi sous l'effet d'interventions soutenantes par les professionnels et par les membres de la famille, des familles que ces jeunes rappellent et expliquent avoir été amenés à avancer et à s'ouvrir progressivement aux sollicitations, et cela à un rythme personnel et également au prix d'une souffrance. Donc il la qualifie vraiment comme telle, donc vraiment une souffrance très importante éprouvée lors de la distanciation par rapport aux groupes terroristes et par rapport à leur engagement et leur place qu'ils avaient dans ce combat soutenant la cause djihadiste. J'étais perdue, je ne savais plus dans quelle direction aller, quoi faire. C'est dur, j'ai jamais autant souffert. C'est comme si j'étais dans un trou noir. Avant j'avais un but, j'essayais de parvenir à l'atteindre, maintenant tout un peu flou. Donc on voit vraiment cette phase de repli qui va se succéder par une phase vraiment d'angoisse, de confusion, de doute également, qui va amener un état un peu de confusion. Autre élément qui ressort alors au moment de la recherche, c'est-à-dire donc 2 ans après la judiciarisation, eh bien on peut voir que tous vont dire que le placement a été un temps et une rupture nécessaire et que sans ce placement, il n'aurait pas été possible pour eux de pouvoir examiner leur trajectoire et de pouvoir adopter une autre posture, de pouvoir se désengager et également se déradicalisation. L'arrestation a réellement provoqué un choc et une mise sous tension chez le jeune, pour le jeune, mais également pour son environnement familial et a imposé surtout une rupture totale avec les réseaux sociaux radicalisés qui ont généré au départ un réel manque qu'ils ont pu aussi largement exprimer, mais également, ces ruptures ont également engagé du doute, des questions, une recherche de réponses qui sont autant de supports à une ouverture aux interventions. Pour autant qu'elles soient perçues comme soutenantes et bienveillantes. Et c'est un deuxième élément, c'est que cette ouverture que l'on voit par rapport au dispositif d'intervention, par rapport à toutes les accroches et les sollicitations au sein de l'institution, au sein du système d'intervention, elle pourra également s'engager dès lors que ce jeune se sent accepté, même s'il est radicalisé et non stigmatisé. Alors se sentir accepté par les éducateurs et les professionnels lors des échanges informels, lors des entretiens plus structurés, alors qu'il tenait un discours témoignant et disant « je suis radicalisé » ou « je suis l'État islamique, c'est ma vie, c'est vraiment ma raison de vivre ». Eh bien, cette manière d'être accepté avec ce discours a été un réel levier par rapport à l'ouverture à l'intervention. C'est comme s'ils expérimentaient à travers l'attitude d'ouverture du professionnel, l'attitude de respect du professionnel, une façon d'être au monde et en relation qui contrastait avec le clivage et la haine dans laquelle ils ont été enfermés. Donc ils se sont sentis à la fois reconnus, acceptés en tant que personnes avec leurs problématiques, et ces attitudes de non-jugement des professionnels et leur disponibilité leur ont permis
d'expérimenter un contexte d'acceptation de l'autre dans ses différentes. Donc, vous pouvez le lire, ce verbatim dans lequel s'ancrent ces différents thèmes. Donc, ils ont pu vraiment voir ça comme un élément qui est extrêmement soutenant. Une alliance est un lien fort avec un ou des agents. Les récits des 3 jeunes font référence à des liens forts avec un ou plusieurs agents avec lesquels ils ont développé une relation vécue comme privilégié entre guillemets. Il peut s'agir d'un éducateur devenu un nouveau modèle d'identification, d'un professionnel avec lesquels des échanges réflexifs ont été menés ou encore un conseiller islamique qui les a accompagnés. Donc ces liens ont été vraiment primordiaux pour ces jeunes lors de la prise de distance avec l'idéologie qui générait, je vous le rappelle, en eux une tension très importante et surtout des sentiments de déloyauté et de trahison. Et c'est dans ce cadre relationnel que les jeunes ont pu s'ouvrir aux interventions. Il y a un travail de réflexion. Il s'agit là d'un autre thème ressortant également des récits de ces jeunes. C'est le fait d'accepter de réfléchir. Eh bien, c'est une étape à franchir. Donc, il leur faut du temps et des soutiens également pour mener ces réflexions. Donc, c'est de nouveau à partir d'échanges informels, d'échanges conversationnels avec les professionnels lors des activités ou encore lors des entretiens plus structurés, qu'ils ont engagé une réflexion. Alors, ils ne vivaient pas ces échanges comme étant des confrontations, comme étant des prises de position annulant leur position, où ils avaient tort ou raison, mais comme des façons de voir autrement, de poser des questions autrement qu'ils avaient eux-mêmes envisagées, eux-mêmes ou lors de leur processus de radicalisation, de réflexion sur soi, réflexion sur les projets, réflexion sur les passages à l'acte dans lesquels ils étaient engagés, réflexion également sur les textes du Coran, et ce toujours avec un tiers. Ils évoquent alors une prise de conscience progressive des discordances dans le discours et les attitudes des affiliés au groupe État islamique. Ils identifient le processus de déradicalisation à partir de ce travail d'accompagnement dans ce travail de réflexion qui va également sous-tendre et soutenir des transitions identitaires. Donc, il y a également tout un travail sur lequel qu'ils ont pointé comme étant un travail où ils ont été accompagnés dans une lecture du Coran et une autre compréhension de l'islam qui va être non confrontant, qui va être apprenant et qui va amener à la réflexion et qui va amener également énormément de doutes par rapport à la lecture préalablement validée par eux, validée par le groupe et évidemment qui également légitimait le recours à la violence. Donc, la réévaluation de leur implication dans le groupe terroriste et la légitimation de la violence à partir d'interventions et interdisciplinaire et l'intervention des proches, qui a amené ces jeunes finalement au moment où ils se considèrent comme étant sortis à ne plus se reconnaître, à ne pas comprendre comment ils ont pu atteindre un tel point de renoncement, un tel point de validation, de recours à la violence et un engagement aussi important par rapport à des projets entre autres d'assassinat. Donc, ils se disent effrayés par l'intensité avec laquelle ils étaient engagés et prêts à renoncer à leur vie et à celle des autres. Et ils disent qu'ils étaient vraiment très très loin dans le processus de haine et actuellement en ressentent un sentiment d'étrangeté par rapport à ce qu'ils étaient, tout en étant qu'ils vont revendiquer également que cette part de leur histoire soit quand même un chapitre de leur vie sans pour autant qu'ils soient stigmatisés par celle-ci. Se distancier de la radicalisation par la connexion à des expériences émotionnelles, relationnelles et corporelles a également été relevé comme un des thèmes transversals qui a pu se ponctuer, se décliner notamment par une reconnexion avec un mode de fonctionnement adolescentaire, donc revivre dans l'insouciance, dans une sorte de désinvolture et sortir de la sorte des interdits qui ont été posés pendant la radicalisation et qu'ils s'étaient eux-mêmes également imposés, qui les amènent d'ailleurs à analyser et à constater, à se dire ils sont passés à côté de leur adolescence et donc ils ont renoué avec une envie de revivre, une pulsion de vie alors que la pulsion de mort était présente préalablement. Alors un autre thème très très présent également dans le discours de ces jeunes, c'est la réaffiliation familiale, donc dans les histoires de vie de ces 3 jeunes.
qui évoluaient au sein de leur famille, existaient des secrets de famille, des souffrances, des traumatismes antérieurs, une histoire interculturelle invisibilisée. Et dans le cadre de l'intervention, ils ont pu réexpérimenter des relations avec les membres de la famille, la fratrie, les parents. Juste pour précision, ces familles n'étaient pas des familles radicalisantes, comme il peut y en avoir. Et donc, au travers de cette réexpérimentation de liens familiaux, ils ont pu également retrouver une place au sein de cette famille et également dépasser certains conflits et impasses. Dernier élément par rapport à cette distanciation, c'est le réinvestissement du corps et de soi par le sport, qui a été vraiment une voie de transition. Le sport a été très important dans la transformation de soi, avec toujours un référent qui a été un guide également, et un coach et un guide et un modèle également d'identification. Alors, l'investissement intensif du sport a participé à plusieurs dynamiques psychologiques, la restauration d'un sentiment de maîtrise de contrôle, une transformation identitaire affectant le regard qu'ils portaient sur eux-mêmes, mais également le regard des autres, ce corps étant auparavant invisibilisé par une identité fusionnée dans l'État islamique. Donc, ils expliquent combien la pratique assidue du sport a été motivée par un besoin de remodelage d'un nouveau corps, d'une nouvelle image, les distanciant d'un corps déserté qui était destiné pour chacun des trois à mourir en martyr. Donc, et enfin, dernier thème, et pas des moindres, qui me semble important à s'inscrire pleinement dans le désistement assisté, les trois jeunes ont émis le besoin d'être perçus par leur famille, les intervenants, l'école, les pairs comme des adolescents ordinaires, des adolescents comme les autres, d'être dissociés de l'étiquette de radicalisés. La déstigmatisation et la validation d'une redéfinition de soi font partie intégrante de leur processus de désistance. Ces jeunes se sont sentis portés par les projections d'un devenir possible par les professionnels qui ont misé sur leur sortie possible de la radicalisation, alors qu'on était également encore dans une culture de l'impossible déradicalisation. Et ensuite être reconnu dans sa décision de sortir de l'idéologie et de s'ouvrir aux interventions. Alors que, comme je vous l'expliquais, ces interventions s'inscrivent dans un dispositif d'aide contrainte, qu'il n'était pas du tout au départ disposé d'initier ce désengagement, cette sortie de la radicalisation. Lors de leur désistance, du processus de désistance, ils vont revendiquer cette autonomie, cette prise de décision qu'ils ont manifesté, exprimé et qu'ils souhaitent encore exprimer par rapport à cette sortie de l'idéologie et de cette ouverture par rapport aux interventions. Donc, il est important pour eux de se percevoir et d'être perçus comme des acteurs de ce qui survient dans leur vie et de pouvoir également croire en leur capacité de s'orienter vers des buts et de nouveaux objectifs qu'ils se fixent. Donc, vous pouvez le voir, différents éléments ressortent de ces trois récits. Alors, peut-être qu'en conclusion, comme je l'ai assisté à plusieurs reprises, on est dans un dispositif de contexte d'aide contrainte, que sans ce contexte d'aide contrainte, il eût été probablement pas possible pour ces jeunes de se désengager, car ils étaient engagés déjà très loin dans un processus d'affiliation, de légitimation et d'assimilation à la cause djihadiste. Et cette absence de motivation a pu néanmoins, dans ce contexte d'aide contrainte, évoluer vers une ouverture à l'intervention. Ces trois jeunes ne sont pas représentatifs de l'ensemble des jeunes présents en Europe. Rappelons qu'ils n'ont pas d'antécédents judiciaires, qu'ils étaient relativement bien insérés au niveau social, au niveau scolaire et au niveau familial, et ne présentaient pas de troubles psychopathologiques. Ils présentaient davantage ce que nous avons appelé des vulnérabilités psychosociales que nous avons illustrées dans la modélisation. Cependant, s'ils ne sont pas représentatifs, bon nombre de jeunes s'inscrivent quand même dans ces dynamiques et l'intervention se ponctue et se décline
toujours et se déclinera toujours par cette fermeture et ce repli sur soi avec un renforcement de l'adhésion au groupe terroriste pour évoluer progressivement par le biais de ces interventions non confrontantes mais persistantes et soutenantes vers une possible ouverture par rapport à ces différentes transitions, pour autant qu'un projet également et pour autant que des alternatives leur soient également proposées. Et là, c'est le défi sociétal qui nous revient, tout comme le défi pour les professionnels. Du temps, des ruptures, mais également des réengagements qui vont soutenir à la fois ce processus réflexif, ce processus expérientiel sur le plan relationnel, émotionnel et corporel, tout en mobilisant le soutien et la présence de la famille. Donc l'objectif étant de retrouver du sens à sa vie, une place dans la société et un autre soi possible. Je dois vous dire qu'en guise de conclusion, cette conférence évidemment arrive à un moment où nous avons connu plusieurs attentats assez terribles en France, où vous avez connu un événement qui ne semble pas s'inscrire dans une revendication de type terroriste. Nous sommes également dans un moment sociétal où il ne s'agit plus seulement du djihadisme, mais vraiment de l'engagement dans des groupes d'extrémisme aussi d'extrême droite. Et donc, je pense qu'il est important que nous puissions développer des interventions de soutien, de prévention, des interventions également de répression et de développement, de soutien-développement de ces adolescents. Et ces derniers attentats m'amènent peut-être à envisager une cinquième vague qui va prendre une coloration et des modalités de fonctionnement différentes que les 4 vagues de terrorisme que nous avons connues. Je vous renvoie peut-être au dossier que j'ai dirigé dans la revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, où de plusieurs auteurs de différentes disciplines ont vraiment pu donner une lecture critique et des études sur la radicalisation et le terrorisme en Belgique, où notamment justement ces différentes vagues de terrorisme sont bien exposées et l'état actuel de la situation. Et je vous renvoie bien sûr à l'article que j'ai eu la chance de publier dans la revue Criminologie, dans le numéro dirigé par Madame Villeneuve et Madame Fortin. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Thank you, Professor Goldwax, for your excellent presentation. We will now proceed with the next conference of Elsa Evrard. Elsa Evrard is an assistant professor at the School of Social Work and Criminology at Laval University and a holder of the research chair in social reintegration of offenders in Quebec. In 2019, she completed a PhD in criminology at the University of Montreal. Her research based on various field methods, ethnography, documentary analysis, interviews, focuses on judicial and penal policies, and practice around social reintegration and community surveillance. Alors, merci beaucoup, Madame Glovax, pour votre présentation. C'était fort intéressant. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la présentation en français de Madame Elsa Evrard. Alors, Madame Elsa Evrard est professeure adjointe à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval et elle est titulaire de la recherche en réinsertion sociale des personnes contrevenantes du Québec. Elle a complété en 2019 un doctorat en criminologie à l'Université de Montréal. Ses recherches, fondées sur diverses méthodes de terrain, ethnographie, analyse documentaire, entrevue, s'intéressent aux politiques et aux pratiques judiciaires et pénales autour de la réinsertion sociale et de la surveillance communautaire. Alors, nous vous écoutons, Madame Evrard. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste commencer par partager mon écran. Et je voulais aussi préciser que ma conférence ne s'inscrit pas dans le numéro criminologie. En fait, est-ce que c'est correct mon partage d'écran? Oui. Oui, puis vous pouvez grossir l'image dans le fond pour que ça soit pleine page. Est-ce que là, c'est en plein écran? Là, il y a comme une petite section aussi sur le côté. C'est en mode présentateur en ce moment, Elsa. Attends. OK. C'est que là, vous voyez mon PowerPoint. Mode lecture, comme ça, c'est correct? Oui. Ouais, voilà. Ah, voilà. Ça, c'est mode lecture, en fait, qu'il faut que je fasse, pas présentateur. Bon. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être là. Donc, comme je vous disais, ma présentation ne s'inscrit pas dans le numéro dirigé par Isabelle et Marie-Pierre.
En fait, à la base, je n'étais pas prévue pour ce colloque. Puis finalement, Isabelle m'a appelée la semaine dernière pour que je vienne présenter. Ça reste quand même assez connexe parce que je vais vous parler des pratiques des agents de surveillance communautaire dans le processus de réinsertion sociale. C'est juste en fait une conférence qui a fait l'objet d'un autre article, donc je vous donnerai la référence dans une autre revue. Je vous donnerai la référence à la fin. Donc en fait, ma présentation aujourd'hui s'intéresse aux pratiques des agents de surveillance communautaire dans le cadre de la peine d'emprisonnement avec sursis. C'est en fait un projet de recherche beaucoup plus large que j'ai mené sur la peine d'emprisonnement avec sursis. Puis j'ai essayé d'adapter un petit peu à l'objet de la conférence, du colloque d'aujourd'hui, à m'intéresser un petit peu à la manière dont les agents peuvent œuvrer pour la réinsertion sociale. Donc, la peine d'emprisonnement avec sursis, c'est une peine qui existe au Canada, qui est une peine en fait d'emprisonnement dans la collectivité, donc où la personne condamnée va devoir respecter des conditions chez elle, en fait, dans la collectivité, mais c'est une peine qui a été qualifiée de peine d'emprisonnement par la Cour suprême. Donc, c'est vraiment une peine en fait hybride qui remplit à la fois des objectifs punitifs et des objectifs un petit peu plus réhabilitatifs. Donc, il y a vraiment la conciliation entre ces deux objectifs de détermination de la peine qui peut être source de tension au sein de la détermination puis de la mise en œuvre de la peine. La dimension de la punition de l'emprisonnement avec sursis, elle est assurée par toute une période, donc souvent c'est plus de la moitié de la peine de sursis d'assignation à domicile, donc où la personne est enfermée en fait chez elle, elle ne peut pas sortir. Mais il existe en fait des exceptions à cette assignation à domicile, donc pour l'emploi, pour les rendez-vous médicaux, etc. Et également, en fait, dans les ordonnances de sursis, il y a souvent une exception qui permet à la personne de sortir de chez elle avec autorisation de l'agent pour un motif légitime ou sérieux, qui laisse plus ou moins la place à la réinsertion, puis qui laisse aussi la place aux interprétations. Donc, c'est en fait, c'est à cette petite ouverture que j'ai cherché à m'intéresser, donc en essayant de comprendre comment les agents qui sont en charge de la réinsertion gèrent-ils ces autorisations de sortie, donc les autorisations qui sont facultatives, hein, pas celles qui sont automatiques pour l'emploi, mais plus celles qui sont laissées à la discrétion de l'agent de surveillance. Donc, je vais commencer par vous expliquer qu'au Québec, depuis 2007, la gestion de la peine de sursis, elle est confiée à des organismes communautaires. Donc, elle n'est pas gérée, la peine de sursis n'est pas directement gérée par les services correctionnels. Évidemment, c'est toujours sous contrat avec les services correctionnels, mais ce sont des agences, des organismes communautaires qui sont à la base des organismes destinés à mettre en place des actions pour la réinsertion sociale. C'est eux qui doivent assurer ce rôle d'arbitrage entre l'aide et le contrôle dans le cas de la peine de sursis. J'ai essayé d'utiliser un petit peu l'autorisation de sortie comme entrée, comme point d'entrée, point d'analyse dans cette recherche-là, parce que c'était pour moi ce qui était le plus gros indicateur de la tension justement entre l'aide et le contrôle, parce que finalement, l'autorisation de sortie, c'est ce qui permet de mettre en œuvre la réinsertion. En tout cas, c'est ce qui permet aux agents de donner accès à des mesures de réinsertion, et à la fois son absence, l'absence d'autorisation de sortie, c'est ce qui renforce l'aspect punitif de la peine. Et donc, dans cette recherche, j'utilise un cadre d'interactionnisme symbolique. Donc, en fait, l'idée générale, c'est que le monde social est créé, façonné par les interactions. Mais en fait, ce qui m'intéresse surtout dans l'interactionnisme symbolique, c'est l'idée selon laquelle les relations entre les personnes ne sont pas figées, puis qu'elles évoluent dans le temps à travers les représentations et les ajustements de chacun des acteurs. Donc, en fait, selon moi, l'idée, c'est que les relations entre les agents et les contrevenants, elles évoluent vraiment dans un ordre négocié, au sein duquel, en fait, leur relation va être dynamique et en structuration au fur et à mesure de leurs échanges et de leur interprétation. Donc, la question à laquelle j'ai tenté de répondre, c'est de savoir comment, de quelle façon les agents de surveillance accordent-ils des autorisations de sortie facultatives. Et j'ai effectué pour ça une enquête de terrain au sein de 8 agences de surveillance communautaire au Québec. Donc, comme je vous dis, c'est
dans un projet beaucoup plus large qui était mon projet de doctorat. Donc ça, c'est une version. J'ai eu comme, enfin un volet, je veux dire, j'ai eu comme beaucoup d'autres résultats, mais j'ai mené une vaste enquête de terrain au sein de 8 agences, donc dans des villes très variées, des grandes villes, des plus petites villes, des agences plus ou moins grosses aussi, par le nombre d'agents, puis le nombre de dossiers suivis. Et j'ai rencontré, donc j'ai participé à la vie quotidienne des agents. J'ai passé à peu près 2 mois dans chacune des agences. J'ai consulté les dossiers, j'ai effectué des observations, des entrevues qu'il y avait entre les agents et les sursitaires, puis j'ai effectué des entrevues avec chacun des agents. Donc, j'ai rencontré 32 agents dans le cadre de cette recherche. Alors, les résultats que je vais vous présenter sur les autorisations de sortie, en fait, les résultats m'ont permis de classer les autorisations de sortie selon 3 utilisations que pouvaient en faire les agents. Donc, il y a comme 3 manières différentes d'utiliser les autorisations de sortie facultatives. Donc, comme outil d'intervention, comme outil de collaboration ou comme outil de réinsertion. Donc, dans la première approche, c'est l'utilisation de l'autorisation de sortie comme outil d'intervention. Dans cette approche-là, l'autorisation de sortie, elle est utilisée par les agents pour provoquer en fait le bon comportement, le bon déroulement de la peine et le respect des conditions par les sursitaires. Donc, c'est une approche qui est surtout tournée vers le futur et c'est une approche qui va être plus ou moins disciplinaire dans le sens où ça va être la menace de retirer des autorisations ou de ne pas en donner qui va permettre en fait à la personne de respecter ces conditions. Donc, dans ce cadre, les autorisations, elles sont délivrées de manière très parcimonieuse. Les agents veulent montrer aux contrevenants que ces autorisations-là ne sont jamais acquises. Donc, ils en refusent régulièrement ou ils les retirent quand les contrevenants ne respectent pas leurs conditions. Donc, c'est des sorties qui vont être très encadrées. Souvent, ça va être pour des thérapies qui ne sont pas prévues par l'ordonnance de sursis ou pour des activités de bénévolat. Donc, dans cette perspective, en fait, la réinsertion sociale va passer par des interventions très normées. En fait, ça va être vraiment des interventions encadrées, normées, des réunions, par exemple pour les alcooliques anonymes, des thérapies. C'est vraiment ce type d'intervention qui vont permettre la réinsertion sociale dans cette perspective-là. La deuxième façon d'utiliser l'autorisation de sortie, c'est comme outil de collaboration. Donc ici, c'est plus un privilège. En fait, l'autorisation de sortie, c'est présenté beaucoup plus comme un privilège qui va être accordé au contrevenant en échange d'un bon comportement. Donc c'est un petit peu une récompense si le contrevenant a bien respecté ses conditions, s'il a fait des efforts pour aller un petit peu mieux et pour cheminer dans sa peine, on va lui accorder une autorisation de sortie en contrepartie. Donc là, c'est une perspective qui est beaucoup plus tournée vers le passé. La notion de collaboration, elle est vraiment centrale et l'autorisation, c'est vraiment une récompense, un privilège qui vise en fait à provoquer la motivation et à créer un encouragement chez la personne contrevenante. Donc, ça reste des autorisations qui sont très encadrées et dans cette perspective-là, les autorisations des agents restent très basées sur le risque. Donc, souvent, les agents expliquent qu'ils doivent pouvoir justifier leur autorisation si un juge leur demande des comptes, s'ils passent en cours. Donc, justifier le bien fondé de l'autorisation de sortie à la fois par rapport au type de sortie qui est accordé, mais aussi à la fois par rapport à la situation du contrevenant. Donc, pourquoi on avait autorisé pour cette personne-là une sortie. Et dans cette perspective-là, les sorties visées, c'est plus des sorties qui visent, des activités qui visent la transformation de la personne. Donc là, la réinsertion sociale va vraiment viser la transformation de la personne. Donc la sociabilisation familiale, par exemple, avec des pairs prosociaux, des activités de bénévolat ou de thérapie facultative. Et donc là, les agents vont vraiment évaluer strictement la sortie selon le bénéfice qu'elle va pouvoir procurer et selon le bénéfice qu'elle va pouvoir amener à la transformation de la personne. Donc, dans cette perspective-là, la réinsertion sociale a tendance à beaucoup plus passer par le changement de transformation de la personne. Puis, troisième élément, troisième perspective, c'est l'autorisation de sortie comme un outil de réinsertion.
Donc, dans cette troisième approche, les agents ont tendance à considérer l'autorisation de sortie facultative comme vraiment nécessaire à la réinsertion sociale. Donc, c'est une perspective qui est beaucoup plus tournée vers le présent. En général, les agents mettent l'accent beaucoup plus sur l'aide et le fait que les autorisations de sortie vont permettre à la personne de bénéficier d'activités pour sa réinsertion sociale. Donc, l'idée, en fait, dans cette perspective-là, c'est que l'autorisation, elle est nécessaire, en fait, pour le déroulement de la sentence. Donc, les agents expliquent que c'est une sentence d'emprisonnement dans la collectivité. Il faut qu'il y ait une différence par rapport à l'emprisonnement en prison. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'utiliser le bénéfice de la collectivité pour permettre la réinsertion sociale et les sorties. Donc, dans cette perspective-là, les autorisations qui vont être données, c'est pour des sorties qui permettent de manière générale, en fait, à augmenter le bien-être psychologique ou physique. Donc, par exemple, des sorties en famille, mais également la pratique de sport ou des activités communautaires, etc. Donc, tout ce qui va permettre, en fait, à la personne de participer à la vie communautaire et de se sentir mieux. Donc, dans cette perspective-là, la réinsertion sociale va passer par l'appartenance et la participation dans la communauté. Donc ça, c'était un peu les trois, comme la petite typologie que j'ai trouvée par rapport à la façon dont les agents vont utiliser les autorisations de sortie. Mais en fait, ce qui est très important ici, puis ce sur quoi je voudrais vraiment revenir, j'ai mal mis mes animations, je suis désolée. Donc, regardez pas ce qu'il y a dans le petit coin en blanc. Là, je reviendrai après. Regardez plus le cadre. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette typologie ne correspond pas à des types d'agents ou à des types de pratiques. C'est vraiment quelque chose de très évolutif. Donc, ça correspond beaucoup plus à un processus à travers lequel tous les agents vont passer au fur et à mesure de leur relation d'intervention avec les contrevenants. Donc, souvent, les agents vont commencer par utiliser l'autorisation de sortie comme outil d'intervention, puis comme outil de collaboration pour enfin arriver à l'autorisation de sortie comme un outil de réinsertion sociale. Et l'évolution sera plus ou moins naturelle, plus ou moins rapide à chacun de ces stades, selon finalement la relation selon la manière dont la relation va se matérialiser entre l'agent et le contrevenant. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pour le passage à chacune de ces phases, l'élément central, l'élément fondamental, c'est vraiment la confiance qu'il y a entre le contrevenant et l'intervention. Donc, c'est vraiment et l'intervenant, pardon, c'est vraiment la confiance qui va permettre de passer d'une étape à l'autre. À la fois la confiance que la personne, le surcitaire, va respecter ses conditions, qu'il respecte ses conditions, mais également la confiance aussi qu'il utilise les autorisations de sortie à bon escient. Et la confiance que la personne ne va pas commettre une infraction pendant une autorisation de sortie. Et donc, le passage d'une étape à l'autre sera plus ou moins long selon la confiance et ce ne sera pas la même dynamique pour tout le monde. Donc, ça permet vraiment aux agents de s'ajuster en temps réel aux besoins et aux situations. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une possibilité de rétrograder à travers chacune des phases selon toujours la confiance entre les agents, donc entre les agents et les contrevenants. Donc, il explique que s'ils sont au stade de l'autorisation comme outil de réinsertion sociale, mais que la personne ne respecte pas ses conditions ou qu'elle n'est suite à des demandes de l'agent, ils peuvent tout de suite rétrograder à l'autorisation comme outil d'intervention et reprendre les phases au fur et à mesure. Donc, ça permet vraiment aux agents de passer d'une approche permissive à une approche restrictive et vice-versa. Ce qu'on voit aussi, c'est que les agents cherchent également à construire cette confiance en utilisant ces outils. Donc, par exemple, dans l'autorisation comme outil de collaboration, les agents expliquent que des fois, ils proposent, en fait, ils initient l'autorisation de sortie pour montrer à la personne contrevenante qu'ils peuvent l'encourager, créer un lien de confiance. Ils vont utiliser l'autorisation de sortie comme un petit test, en fait, pour voir si la personne est capable de passer à l'étape supérieure d'intervention.
Donc, je vous dirais que la confiance, c'est vraiment l'indicateur central de l'alliance, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, et de la manière aussi dont les agents vont utiliser la réinsertion, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que au fur et à mesure que la relation évolue, la réinsertion va passer d'interventions plus cadrées à une recherche de changement et finalement à la favorisation d'un sentiment d'appartenance. Donc, il y a comme plusieurs facettes à voir dans cette classification que je trouve vraiment pertinente. Le deuxième point que je voulais aborder aussi dans la discussion, toujours pareil, j'ai mal fait mes animations, je suis désolée, c'est que l'autorisation de sortie s'inscrit aussi en fait dans un cadre. Donc, au-delà des relations qu'il y a entre l'agent et le contrevenant, la décision de l'agent d'accorder ou non une autorisation de sortie, ça va dépendre en fait de différents niveaux du système et ça ne va pas être toujours l'autonomie décisionnelle de l'agent ne va pas toujours être reposée seulement sur l'agent. Donc, par exemple, il va y avoir le cadre de l'ordonnance. Donc là, je vous ai expliqué en début de présentation que souvent, l'ordonnance comportait une condition qui disait, voilà, l'agent peut autoriser, donner des autorisations de sortie pour un motif sérieux ou légitime, etc. Mais il arrive, bon, c'est quand même assez rare, mais il arrive quand même que certaines ordonnances ne comportent pas cette possibilité-là. Donc, ça veut dire que, en fait, le juge retire d'emblée la possibilité à l'agent d'accorder des autorisations de sortie de ce type-là. Ce qui pose problème, en fait, en discutant avec les agents, ça pose problème parce que ça leur contraint finalement leur relation avec les contrevenants. Ils n'ont pas de marge de manœuvre pour essayer d'ajuster finalement leurs interventions et leurs outils au fur et à mesure de la relation. Un autre cadre, c'est le cadre donné par l'ordonnance dans le cadre, par exemple, du temps des fêtes, donc de la période de Noël. Il arrive souvent dans les ordonnances de sursis que les ordonnances comportent une exception automatique, donnée automatiquement par le juge à l'assignation à domicile pour la période de Noël, donc pour le 24-25 décembre, etc. Ce qui fait qu'en fait, il n'y aura juste pas de surveillance pendant cette période de quelques jours parce que le juge a autorisé finalement une exception dans l'ordonnance. Ça, c'est pas partout le cas et souvent, quand ce n'était pas le cas, justement, les agents pouvaient se permettre de donner des autorisations pour le temps des fêtes, ce qui rentrait aussi dans la balance de leur relation avec le contrevenant. Donc souvent, dans les observations que j'ai faites pendant les périodes de l'automne, fin d'automne, les agents se servaient des autorisations du temps des fêtes en disant, voilà, il faut que tu te comportes bien pendant les prochaines semaines, ça me permettra de t'autoriser à passer Noël en famille, etc. Et donc, parfois, l'ordonnance de sursis ne permettait pas à l'agent d'agir à ce niveau-là. L'autre cadre auquel peuvent être soumis les agents, c'est le cadre de l'agence. Donc, au sein de certaines organisations, donc les agences dans lesquelles les agents travaillent, certaines agences vont décider de mettre en place des balises en fait, pour essayer d'harmoniser les décisions entre les différents agents. Donc, ces agences-là vont peut-être poser des règles, faire des tableaux en disant, voilà, nous, notre politique d'agence pour les autorisations de sortie facultatives, ça va être tel critère. Ce qui fait que les agents n'auront pas forcément de marge de manœuvre par rapport à ça. Ils vont devoir se référer aux directives qui sont posées par leurs agences. Donc, souvent, c'est des directives qui vont être établies selon le type de... selon le cheminement des contrevenants. Donc, c'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, par exemple, de la peine, pas d'autorisation de loisirs, puis ça évolue en fonction. Donc, c'est quand même des balises qui permettent de voir une certaine évolution dans le comportement, mais ça ne permet pas de rentrer la notion de confiance dans la relation qu'il peut y avoir entre l'agent et le contrevenant. Et donc, finalement, le fait que ces décisions-là s'inscrivent dans un cadre et qu'elles puissent être plus ou moins contraintes à différents niveaux du système, ça peut conduire aussi à une réinsertion sociale un peu plus normée ou en tout cas à l'absence d'ajustement individuel au fur et à mesure des encadrements. Et donc, en conclusion, finalement, ce qu'on voit, c'est que la réinsertion sociale dans ce type d'intervention
auprès des personnes sursitaires et avec l'aide de l'autorisation de sortie. Ça peut prendre plusieurs formes, donc des interventions qui vont être plus cadrées, qui vont avoir une visée transformatrice ou au contraire qui veulent favoriser l'appartenance dans la communauté. Mais ça s'inscrit toujours vraiment dans une relation de confiance, un processus vraiment évolutif au sein duquel on va ajuster toujours la tension entre l'aide et le contrôle. Mais la relation d'intervention entre l'agent et le sursitaire s'inscrit également au sein d'un cadre un peu plus général, le cadre du système pénal, duquel les agents ne peuvent s'affranchir. Donc, le cadre va, en quelque sorte, venir plus ou moins normer la réinsertion sociale. Donc, je pense que je n'ai pas dépassé mon temps. Je vous remercie de votre attention. Puis, si vous voulez me contacter, je vous ai mis mon courriel. On pourra en discuter aussi pendant les questions. Et je vous ai mis aussi la référence de l'article que je vous ai présenté ce matin. Merci beaucoup, professeur Evrard, pour cette présentation fort intéressante. Puis nous, on pourra le partager également aux participants, le lien de l'article et votre courriel aussi, si vous le désirez. Puis maintenant, nous allons passer à la troisième conférence. Nous aurons la chance d'écouter professeur Evan McWish. Alors, Dr. Evan McWish est professeur adjoint à l'Université Simon-Fraser et rédacteur en chef adjoint de la Revue canadienne de criminologie et de justice pénale. Il est également le principal responsable de l'étude sur les jeunes contrevenants ayant des comportements graves et violents incarcérés qui est en cours depuis 1998 et comprend l'examen d'environ 1700 adolescents anciennement incarcérés qui sont suivis jusqu'à l'âge adulte. Ses intérêts de recherche comprennent le désistement, la criminologie du développement et la psychopathie. Désolée. Alors, place à Mathilde. Now for the third presentation, I would like to introduce you Evan McWish. Dr. Evan McWish is an assistant professor at Simon Fraser University and an associate editor of the Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. He is also the principal investigator of the Incarcerated Serious and Violent Young Offender Study, which has been ongoing since 1998 and involves the examination of approximately 1,700 formerly incarcerated adolescents that are followed into adulthood. His research interests include desistance, development criminology, and psychopathy. Thank you very much to everyone, especially thank you to Isabel for organizing this conference. It's obviously a huge endeavor. Just thinking about it makes me sort of want to take a nap, but I'll save that for after the presentation at least. Thank you as well to Mathilde, Elise, Mary, Pierre for helping to organize. And then of course, thank you to the person that will be helping with the translation into French from my English. So I think it should be up here. Oh. Okay, so the focus of this presentation is on the role of maturation in influencing changes in offending. And maturation has often proposed as a reason for why individuals will desist, but typically it's been kind of referred to in very vague terms. So maturation is aging, or aging is maturation. Maturation is stopping offending even. So more recently, Michael Roque developed a theory referred to as the integrated theory of maturation that helps to sort of look into the black box of what maturation actually is. And so you can see in the slide here, it's comprised of, according to Roque, 5 different domains, and each of these domains have different components. And these domains include psychosocial maturation, adult role maturation, and identity maturation. And those are the 3 that I'll focus on today. But before I talk more about what maturation is, I'd like to talk a little bit about what desistance is, why it's important to study, and sort of where my interest in desistance actually came from. So for my graduate research as a MA and PhD student especially, I was working as a research assistant in the Burnaby Youth Custody Center. I was interviewing youth incarcerated for particularly serious and violent offenses. And I've been there now for over 10 years, and
what was nice about it was not just getting to know the youth there and their stories, but to also meet some of the staff, especially the staff that were responsible for the young person's release plan. So who they're going to live with when they return to the community, whether they're going to go to school, get a job, and so on. And so I had known this one individual who was a case manager for 10 years, and we became quite friendly. And when you're with friends, you can kind of chat more informally. And so he was asking me, like, so how many of the kids that you talk to, how many of the kids that I case manage, how many of them go on to commit offenses in adulthood? And because it was sort of casual, I answered him casually. I said, well, basically every kid that we talk to will end up in the adult justice system. And I felt very bad for how I phrased this comment, because he said to me, so what you're saying is that everything that I've been doing has not worked. If all of these kids all end up in adult custody, does it mean that everything that I'm trying for release plans has failed? And so I think that this was what really taught me as a researcher the importance of communicating to practitioners what we mean by desistance. And when we look at the individuals in these custody centers, they're not just involved in one or two offenses and then they stop offending. These are individuals that are committing literally dozens of crimes every single year. And so I tried to equate the individuals in this custody center and in other custody centers in Canada and the United States as it's like driving a car very fast along the highway. And if you are driving very fast, you're going 100 kilometers an hour and you want to stop, you can't just stop right away. You have to slow the car down before it comes to an immediate stop. And so the same thing with youth that are very active in offending. We can see on the right here, the graph is showing that kids don't, these sort of imaginary data, the individual is not really stopping offending until the mid-20s. But there's a process that's happening where we can see right here that offending has peaked at age 17, and from age 17 on down to the early 20s, crime is declining. So we can begin to understand desistance as a process, not just something that is either someone is offending or not offending. Offending is not the antithesis to desistance, and we can see desistance by looking at this change. And so trying to understand not just the end of desistance, but the starting point of desistance, I think is very important, especially for people working with youth. So that's sort of what I'm doing when I'm talking about desistance in this particular presentation. And when we think about desistance, one of the major theoretical perspectives is Sampson and Lobb's age-graded theory of informal social control. It's maybe one of the more prominent perspectives that try to explain the process of desistance. And so one of the things that this theoretical perspective suggests is that for informal social controls, these are things like marriage, employment, and parenthood, and that an individual who acquires these informal social controls will really value them. And because they value their role as a parent or as an intimate partner, they will not engage in crime because they don't want to fear or risk losing these important sources of informal social control. And Sampson and Lobb go on to explain that the reason why individuals acquire informal social control is either through human agency, so basically just sheer willpower, or by the nature of our social structure. So they argue that individuals, as they age, are sort of funneled into these different turning points. The way that society is structured influences a person aged 20 years old to go and get a job or attend university at age 25 to begin to look for a long-term relationship and so on. So that's their perspective. And next I'm going to present a couple of dilemmas that I think are associated with desistance research, in particular this theoretical perspective from Sampson and Lobb, and why we need to take sort of a closer look at maturation. So one of the two dilemmas that I'll talk about is the importance of temporal order.
So this is the idea that to understand the start of desistance, we have to begin to look at factors that are going to be happening around that period of transition from adolescence to emerging or early adulthood, when we see that typical decline in offending that's associated with the age crime curve. I think that desistance, for good reason, has focused on the very later stages of adulthood, because this is when we can be confident that the person has truly stopped all offending activity. But to understand the process, we cannot just look at the end. We also have to look at the beginning. And structurally induced turning points take time. They tend to happen later on in the life course. And Skardhammer and Salvalainen wrote a very interesting paper in 2014 about how perhaps it's actually not the case that these informal social controls influence desistance. Perhaps it's the case that desistance influences the acquisition of informal social controls. So as a person begins to decline in their level of offending, they become more suitable as an employee or as an intimate partner, or they're better able to act in their role as a parent if they're no longer involved in offending activity. So here's just quickly some example data. So I've provided, again, this figure here that everyone has seen at the beginning of the presentation. And once again, we can see that offending is beginning to decline sort of at the end of adolescence, beginning of early adulthood. But when we look at when things like marriage happen, we can see the vast majority of persons that get married are becoming married much later on, much after the initiation of desistance. And in fact, one of the things that others have recognized, including Nguyen and Loughran in their 2018 review of desistance research in the Annual Review of Criminology, is that initiation of employment or initiation of marriage too early in the life course can actually influence offending. So this period of 17, 18, 19, 20, becoming married at that age, becoming employed at that age, can actually be detrimental to the process of desistance. So we may need to look earlier in the life course and at different factors other than informal social controls to begin to understand why individuals begin to desist. So the question becomes, what is happening at this age 18, 19, 20-year-old period, and even a little bit before, that might explain why individuals begin to desist. The second I'll talk about is that if we're going to look for factors that are helpful for desistance, we need to think not just about any old factor, but something that's actually amenable to intervention. So for practitioners, I don't think criminologists have done a very good job in developing theories that are actually going to be useful to the person who's trying to work with their client to bring about change. So if the practitioner's goal is to help speed up desistance, how can they use something like marriage or employment for this? You cannot, for example, randomly assign someone to become a parent or to become married. So we need to think, and in fact, for the kids that I've interviewed from the Burnaby Youth Custody Center here in BC, we've followed them up into adulthood, and about 1/3 of them engage in some form of family-related violence as an adult. And so in these cases, forming these intimate relationships, especially without developing a level of maturation or an understanding of how to care for a partner, an understanding of how to engage in the types of arguments that couples might have, but engage in those arguments in a healthy way and not a violent way, is really important. So especially in thinking about the work that Isabelle has done on assisted desistance, employment, marriage, parenthood, they're not necessarily that useful for thinking about this idea of assisted desistance. So when thinking about this idea of desistance by assistance, we want to think about not just identifying factors that are in the right temporal order, but identifying factors that we can actually intervene upon. So that brought me to a focus on Michael Roque's integrated theory of maturation, where he describes that maturation is not just about aging. It's not just about getting older, and individuals can mature at different time points or at different rates. But there are major changes in maturation, not just at birth, where individuals begin to learn how to walk and talk, but between
adolescence in that early stages of adulthood, that 18 to 25-year-old period, for example, we see some major improvements in maturation. And I think that it's more than just a coincidence that maturation tends to increase and offending tends to decrease right around the exact same time. So the figure here is showing the 5 different domains of maturation that Michael Rolk has described. And I'm going to be focusing on 3 of them. The first being psychosocial maturation, which describes somebody who has a greater level of perspective. So they're more future oriented. They're more responsible for taking ownership of their behavior, understanding that they are responsible for their actions. And they show a greater level of temperance, which means they're able to suppress aggression and sort of improve their levels of impulsivity. Adult role maturation to me is not just about being in an adult role. It's not just about being a husband or wife, not just about being an employee. It's about demonstrating the capacity to be successful in that role. So, for example, showing consideration of an intimate partner is important, not just being an intimate partner. Caring about the quality of your work, wanting to show up on time, caring about the perspective that your employer has of you. These are important for being not just in these adult roles, but fulfilling them well. Identity is something that I think Professor Glowacz also touched on in her study of the young of individuals involved in terrorist activity, where persons with improvements in identity tend to show an openness to change. They're willing to reflect on themselves, who they are, and maybe how they might need to change. They also tend to show that they believe in these key social institutions. They value marriage, parenthood, voting, engaging in the community, and so on. And they will have negative views of antisocial behavior. So they will disvalue the antisocial lifestyle that maybe they loved as an adolescent because they like that risk-taking element. So that leads us to the data that I will use from the current study, which come from the Pathways to Desistance study, which is a study of approximately 1,300 youth that were incarcerated in facilities in Philadelphia, Pennsylvania, and Phoenix, Arizona, excuse me. For the purposes of this study, I focused only on boys who were followed for approximately 84 months. So each year for 84 months, we looked at their changes in maturation as well as their changes in self-reported offending. And because I was interested in that transition period between adolescence and early adulthood, we focused only on the individuals who were between ages 16 to 17 in the sample. And it was an ethnically heterogeneous population that included the majority were Black, about 20% were white, and about 30% were of Latin origins. So we'll talk now about the different ways that we measured different components of maturation. So starting with psychosocial maturation, which refers again to that ability to suppress aggression and control impulses, being future-oriented, being resistant to peers, taking responsibility for one's behavior. To measure adult role maturation, I looked at somebody's, again, value of work. Were they a good employee? Did they want to show up on time? And consideration of others was used to help capture that importance of caring about one's intimate partner, being able to understand how they're feeling and sort of take their position. For identity maturation, looked at self-identity, so how the individual viewed themselves and whether they had a positive perception of self. We looked at those institutional expectations, and again, that's not institution as in an incarceration facility. It's more institutions in the sense that they have the belief that they are going to get the job that they want, they're going to be married, have children, and that they're going to care about their positions as a parent, and so on. Then we looked at moral disengagement, which tends to reflect an individual who justifies or rationalizes their negative behavior. So they find excuses for why a victim deserved it or why they're less responsible for their behavior. So the inverse of moral disengagement would be pro-social values. Then we looked at emotional regulation, so that ability to, if you're mad, if you're upset, how do you ensure that you do not act on this
anger, and how do you sort of change your frame of reference or change your mind state so that you don't engage in negative behavior. We looked at the degree of offending versatility at each year of age, and then we conducted analyses that allowed us to control for time invariant factors that would potentially impact how individuals would differ on levels of maturation. So first, quickly, just to help establish the temporal order question, I'm only looking at 3 aspects of maturation here, just to sort of simplify things, because it was quite cluttered with all 9 aspects of maturation on the same graph. And the bars at the bottom show a person's level of self-reported offending. So what we can see over time, or over these different waves, is that offending tends to decline, and the average level of maturation for the sample tends to improve during this same period. But what I was really interested in is within individual change. I think this is especially important because that's ultimately what practitioners are aiming for. The goal is not to make somebody more mature than the other kid in the institution. The goal is to see that this individual changes in their level of maturation in a way that can help promote desistance. So there are specific analyses based on the logic of a fixed effects analysis, which allows us to account for unobserved characteristics. For example, you could look at psychopathy might be something that could be relatively stable, though that's up for debate. We don't need to control for differences in the sample in levels of psychopathy, because instead we're focusing on each individual acting as their own control. And this allows us to be confident that our results are not confounded by omitted variables. So I'll give a little description of what I mean here. So some of the more traditional analyses that we do, and are still very valuable, are called between group analyses. So we might have a sample, and we could divide the sample into those who self-report being boys versus those who self-report being girls. And we can compare the level of maturation or the level of offending between boys and girls. And what we would typically find is that girls would have lower levels of offending and higher levels of maturation compared to boys in an adjudicated sample. What we'll be doing in this study is, instead of making the focus on comparing groups, the focus will be on how a single individual changes in their level of maturation and in their level of offending. So what this means is that we take a look at, say, an individual age 16, and we see what their level of maturation is then relative to their average level of maturation across those 84 months, or those 7 different measurement periods. So that we can look at, by the middle of the study, has their level of maturation changed from their average level of maturation? By the end of the study, has their level of maturation changed from their average levels? And so by focusing on this change, we're not interested in differences in total levels of maturation. We're interested in, does somebody with high levels of maturation, when they improve even more, does that lead to decreases in offending? For somebody with lower levels of maturation, when they improve, does that lead to decreases in offending? So first, again, just a bivariate analysis, or even really univariate analysis, that's looking at changes in, I looked only at 3 components of maturation just for simplification. So along the x-axis here, you can see that y-axis, excuse me, you can see the level 0. That just means a person's average level of maturation. So you can see that at baseline, they were lower than their average level of maturation, but they steadily improved. And then by wave 3 through to wave 7, you can see that individuals in those yearly changes see improvements in their average levels of maturation, or they improve from their average level of maturation. So for our analyses, we use what's called an unconditional maximum likelihood negative binomial analysis. So for the interpretation purposes, what we're looking at for these numbers, they're basically just representing an odds ratio. So values that are less than 1 indicate that within individual improvements in, for example, temperance, lead to within individual decreases in self-reported offending. When we see odds ratios of 1 or greater,
What that means is that an increase on that component leads to an increase in levels of offending. Because there's quite a bit of information here, I'm just going to focus on the key results that were in line with theoretical perspective. So what we can see is that as an individual experiences an improvement from their average level of temperance, from their average level of future orientation, peer resistance, work orientation, and consideration of others, they subsequently experience at the next year of age a decrease in their level of offending versatility. So what this means is if an individual at 17 has a level of temperance that's higher than their personal average, the next year at age 18, they will have a lower level of offending relative to their personal average. What we can also see is that when we have an improvement or an increase in moral disengagement, we see an increase in levels of self-report offending. Another way of thinking of this, though, is that as we see a lower level of moral disengagement, meaning as an individual becomes more pro-social, has more pro-social attitudes, does not value the criminogenic lifestyle, we then begin to see a decrease in self-reported offending versatility as well. So just to summarize, what we're seeing is that participants that experience improvements in maturation subsequently decreased their level of offending versatility 1 year later. We did have two findings that were somewhat not in line with theoretical expectations. Specifically, individuals that became more responsible subsequently engaged in higher levels of offending. Individuals that were better able to regulate their emotions subsequently engaged in higher levels of offending from their averages. What might be happening here is that when we looked at some of the specific items comprising the responsibility and emotional regulation scales, they included features that might be consistent with features of psychopathy. For example, individuals that were responsible would also say things like, I can do whatever I want no matter what. Nothing can stop me. I'm able to overcome sort of all barriers. And what this might indicate is that they just have more of those narcissistic traits where they think that they are able to do or accomplish anything. What we did not do in this study, and I think that is very important, is we didn't look at whether interventions can actually help with that assisted assistance question. Can we actually intervene upon these levels of maturation in ways that will decrease a person's level of offending? So although we did not address these questions here, other research has shown that randomized controlled trial of a treatment program that focused on coping skills and emotional regulation and problem solving was associated with improvements in psychosocial maturation. Similarly, other studies that have looked especially at parenting strategies have found that improvements in parental warmth, less hostility from the parent, results in a child that sees improvements in psychosocial maturation and identity maturation. So overall, there are a lot of different psychosocial factors that can help improve different elements of maturation, and that can help subsequently facilitate or assist with assistance. In terms of the limitations of our study, one of the problems is that we suffer from mono-operation bias. So what that means is that we relied solely on the participant for all the data that were provided. We might find that a teacher or a parent has a different perspective on the individual's level of psychosocial maturation or level of offending. We also know that some of the individuals in this sample likely did experience interventions, but we don't know which individuals specifically did receive those intervention strategies or the nature of the intervention strategy. That said, that's why we focused on those fixed effects type models that allow us to control for those unobserved differences. So in terms of future research, what I think can be very valuable is not seeing maturation and informal social control as competing theoretical perspectives, but rather how an individual's level of maturation can result in improvements in informal social control, or their ability to act better in their role as parent or their role as employee. And so maybe this high levels of maturation combined with
informal social control can help maintain that process of desistance. So maturation helps result in that decrease in offending. Can informal social control make sure that that decrease remains a decrease? So finally, to summarize, again, desistance is a process that we see typically initiated in early adulthood. So that means we need to look at factors that precede this process and that are amenable to treatment in order to help with assisted desistance. And promoting this change in maturation may be something that is going to help with the desistance process. So I'd like to thank the audience, especially as well my co-authors Patrick Lussier and Stephanie Chouinard-Tiverge. And yes, thank you. Thank you, Professor McWish, for your excellent presentation. It was really interesting. Thank you. Alors, merci beaucoup, professeur McWish, pour votre excellente présentation. C'était vraiment intéressant de vous entendre. Nous allons maintenant procéder à une courte période de questions. Vous aurez quelques minutes pour adresser vos interrogations aux chercheurs. Si vous désirez poser une question, simplement y aller en ouvrant votre micro. On va s'ajuster en fonction des questions qu'il y a. Simplement ouvrir votre micro. Aussi, ce serait intéressant d'ouvrir votre caméra si vous avez des questions. Nous serons prêts à prendre la première question, dans le fond, dès que Mathilde l'aura expliqué en anglais. So now it's the question period. We have few minutes left. If you want to ask a question, you can simply open your microphone. When it's your turn, please introduce yourself and to whom the question is addressed. So we are now ready to take the first question. Ma première question, si je peux me permettre, ce serait pour Fabienne Gloas. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant d'avoir cette conférence sur la déradicalisation et le lien avec le désistement. Malheureusement, nous, aujourd'hui, on devait présenter avec Émilie ce qu'on a observé avec les gangs de rue au Québec, où on voyait qu'il y avait comme deux processus à faire. Il y avait la désaffiliation et il y avait... c'est qu'on avait des jeunes qui se désistaient, mais restaient affiliés. Puis on avait d'autres jeunes qui se désaffiliaient, mais sans nécessairement se désister. Donc, il y avait comme, ce qu'on voyait dans les récits des jeunes, c'est que ce qu'on prenait pour acquis, qui est tu te sépares du groupe, bien, automatiquement, ça veut dire que tu arrêtes de vouloir commettre des délits ou quoi que ce soit. C'était pas vraiment automatique. Il y avait des jeunes qui disaient, bien, moi, j'ai quitté le gang de rue parce que j'étais écœurée de leur donner de l'argent. C'est bien plus rentable pour moi de partir puis de faire mes délits tout seul. Donc, il y avait eu désaffiliation du groupe, mais il n'y avait pas eu arrêt de la délinquance. Je voulais savoir un peu par rapport à la radicalisation, tu sais, si on pourrait retrouver un peu le même cas de figure ou si ça semble peu probable, là, étant donné ce que ça semble avoir comme impact là, sur l'identité générale des jeunes. Là. Alors, par rapport à l'affiliation, en fait, la désistance passe vraiment par une réelle rupture avec l'affiliation idéologique de l'État islamique, hein, clairement, et une désaffiliation également du groupe de jeunes qui sont également radicalisés, qui sont pro-terroristes, etc. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que certains vont vraiment aller très loin dans la rupture, qui va aller jusqu'une rupture dans les pratiques religieuses, même des pratiques religieuses modérées, donc qui ont été à tel point finalement ils ont évolué dans leur identité et leur futur va passer par aussi cette rupture par rapport à la religion. Alors je pense qu'au moment où on les a rencontrés, ils étaient vraiment soit en fin d'adolescence, soit en jeune adulte, donc encore un cheminement qui doit être fait, mais c'est une rupture qui s'est marquée à tous les niveaux. Pour d'autres, ils ont pu accéder finalement à une adhésion au niveau des croyances religieuses à partir de nouvelles lectures, de nouvelles pratiques qui n'étaient pas non plus basées sur les préceptes de l'État islamique. Mais tous les jeunes, et alors actuellement, évidemment, on a davantage qu'au moment de l'étude, hein, donc des jeunes filles, des jeunes hommes, c'est la rupture avec le groupe État islamique en l'occurrence, avec le groupe de djihadistes, est inévitable pour pouvoir transiter et se reformater l'identité, parce que ils sont passés par déjà une transition identitaire au moment de la radicalisation.
Et donc, il y a cet abandon qui se fait, mais aussi l'abandon de toute une série de gains qu'ils ont eus et qui doit passer par cette rupture également pour accéder à la fois à notre système de croyances, qui est passé par une déconstruction des croyances par lesquelles ils ont été habités, et en même temps une désaffiliation du groupe en tant que tel. Mais il est important, ce que je disais en guise de conclusion, qu'il y ait une autre offre qui soit proposée. Car s'ils se retrouvent seuls, ce sont de nouveau des pertes qui vont être ressenties, et ces pertes sont évidemment annonciatrices également d'une fragilité par rapport à des offres qui peuvent être peut-être dans le domaine de la délinquance ou dans le domaine d'appartenance dans d'autres groupes extrémistes. Donc c'est pour ça que cette offre d'alternatives et de projets finalement de vie au sein de la société, en cohérence avec les normes dominantes, etc., est importante. Mais cette rupture, ils ont dit que c'était ce qui était de plus souffrant, ce qui a généré le plus de souffrance chez eux, mais était incontournable. Et en cela, donc, la mesure de placement, qui sont des placements en régime fermé pour de tels faits, parce qu'ils sont considérés par les juges comme étant des faits, s'ils étaient adultes, qui étaient vraiment sanctionnés par des peines très importantes, donc c'est quand même un placement vraiment assez dur, eh bien, ils considèrent que ça a été déterminant pour eux dans cette rupture. Donc, cependant, il passe également par une phase d'un désir, cette phase d'ambivalence, de doute, qui est le temps 2, finalement, après cette fermeture, qui est toujours présent avec cet attachement, et cet attachement par rapport au groupe, cet attachement par rapport à l'identité qu'ils avaient au sein du groupe, qui va amener, donc qui va être travaillé également, qui doit être travaillé pour transiter alors vers le dehors. Je pense que la dimension idéologique prend quand même une place importante, et donc peut-être oui, et l'idéologie du groupe extrémiste. Donc on rejoint finalement cette dimension de désengagement qui passe par la délégitimation de l'utilisation de la violence. Je ne sais pas si j'ai répondu aux commentaires, mais merci. Si vous avez des questions pour mon collègue Evan, et puis que vous êtes plus ou moins à l'aise avec l'anglais, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat. Là, il me fera plaisir de l'adresser à mon collègue en langue anglaise. Elsa, j'aurais peut-être une question pour toi si personne ne se lance. Est-ce que je peux te l'adresser? Tu parlais beaucoup de finalement de cette espèce de maturation là, de l'utilisation. Je trouvais ça très intéressant parce qu'en plus, ça faisait des liens avec les stades du désistement. C'est nous, l'étape 1, l'arrêt du comportement, mais c'est comme notre désistement primaire. Quand tu parlais de transformation, pour nous, c'est le désistement secondaire. Puis quand tu parlais du sentiment d'appartenance, pour nous, c'est le désistement tertiaire. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant que finalement, les pratiques des agents, sans connaître spécifiquement là, les étapes du désistement, suivent un peu la même logique. Mais j'ai quand même senti qu'il y avait comme une contrainte là, qui vient de la structure, qui leur empêche peut-être dans certains cas, soit parce que la peine ne le permet pas, parce que c'est pas inscrit dedans, ou parce que l'agence va normer la façon de... Mais on a beaucoup ces questions-là, et Sylvie le soulevait, Sylvie Hamel qui est avec nous ce matin, le soulevait dans un précédent débat. C'est quelles sont les stratégies qu'adoptent dans ces cas-là les agents communautaires pour essayer de trouver, si tu veux, comment travailler de la façon qu'ils semblent en lien avec leurs valeurs dans un cadre qui peut-être est restrictif pour eux. Est-ce que tu as observé sur le terrain des stratégies pour un peu cohabiter avec le risque, la fameuse gestion du risque, puis la fameuse finalité de la réinsertion sociale qui est comme à l'envers de ça, là, quelque part? Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que le point sur le désistement, je me le suis fait justement en préparant pour aujourd'hui. Je n'avais jamais réalisé ça avant, mais c'est vrai qu'on peut faire vraiment un parallèle. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai que je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais en fait,
finalement, la façon que les agents avaient un peu s'affranchir du cadre dans lequel ils étaient, c'est beaucoup avec ces autorisations de sortie-là, parce que, tu sais, la gradation, le fait de passer à une étape, puis à l'autre, c'est vraiment eux qui le mettent en place, puis au fur et à mesure de leur relation. Puis il y a des agents il y a des agences en fait, qui vont mettre un cadre beaucoup plus strict et puis qui vont demander aux agents de rester dans les 2 premières phases, donc outils d'intervention, outils de collaboration, mais les agents peuvent quand même se permettre au bout d'un certain temps de justifier puis d'arriver à la 3e phase, fait que c'est un petit peu de ces manières-là. Mais ce que j'ai pas eu l'occasion de dire aussi, c'est que malheureusement, en fait, de plus en plus, il y a comme une recherche vraiment de standardisation des interventions et que les ordonnances, en fait, la recherche que j'ai fait, le terrain, c'était en 2016, 2017, 2018. Puis en fait, là, en 2020, on voit que les ordonnances, elles accordent de plus en plus, en fait, elles cherchent à restreindre la possibilité pour les agents d'accorder des autorisations sous couvert de les agents ne peuvent pas prendre ce genre de décision, etc. Fait que, il y a comme des stratégies qui sont mises en place, mais qui sont de plus en plus freinées. Puis ça, c'est comme quand ça vient de la cour, c'est vraiment quelque chose qui est pas gérable et pas adaptable. C'est vraiment comme l'ordonnance qui a parlé, en fait. Fait que c'est un petit peu dommage, mais c'est ça qu'on observe. Oui. And one last question for you, Evan, if you could. What would you tell this guy if you could meet him again? You know, this guy you said, you know, it's not going to work. We're going to find them all in prison at 18. Yeah, well, like fortunately, I did get a chance like to continue talking with him because I would see him all the time. But yeah, I would explain that we just need to reevaluate how we define success, especially with intervention and treatment strategies. I get very worried when studies look at failure based on recidivism, yes or no, because what is valuable sometimes is the kid that goes from committing 10 offenses per year to the kid that goes from committing 5 offenses per year. That still can be a success. It can still be, it's not maybe how we typically define it, but when you're reducing harm to other people, you're improving the life of this individual, the family is no longer as stressed or experiencing victimization as severely. It's not, we don't say, oh, we got 5, so we're done, or say to the kid, hey, only 5, so good job, just keep it there. But it's a process. It takes time. And so how we define success, I think, is very, very important, especially thinking about burnout for practitioners and how if they hear this told to them, and he was a probation officer for, I think, 30 or 40 years. And to feel that, you know, this isn't what he's doing, isn't working when he's getting to the custody center at 6 a.m. and he's working this shift every single day of his life. I think it's important for researchers to communicate that maybe these things are working. We just need to know how to evaluate these things better. Just the way we look at harm reduction for drug users, where it's not about abstinence necessarily, it's about reducing the harm that's coming with the substance use. So that's how I try to think about it. Great. And also we can see from your chart that, you know, if we look at maturation, it doesn't seem fair that, you know, we judge adolescent 18 and one day as an adult. I mean, it should, my feeling in I mean, maybe 18 was an adult, I don't know, 40, 50 years ago, but it doesn't seem fair that we still use the same, you know, still the same time, which is not related to real life anymore. What would you say about that? Yeah, absolutely. Like when I think just about modern generations and the time it takes to enter adult roles, everything is much more delayed, especially because of not the requirement, but many are expected to go to university to get their degree to do the job that they want to do. And all of these things take time. So we begin to enter adult roles later and later. And certainly we know that it takes usually around age 25 for the brain to be fully developed. And it takes about 25 for personality to become much more stable. And that's for the average person.
And the stories of these kids are incredibly sad and incredibly traumatic. The amount of abuse, chaotic nature of their family household, that for them it might be even a little bit more delayed. And having that understanding that, okay, maybe success isn't going to happen at 24 or 25, or the assistance won't be happening then, but keep working and we will see some changes eventually. It just takes a little bit longer. Thank you. Does anyone have further questions? Okay. Okay, so now it's the time to end our session. We hope you enjoyed it. As I mentioned earlier, the recording of this session will be available online soon. As this is the last block of conference, I take the opportunity to thank Mrs. Isabelle Fortin-Dufour, without whom this international symposium would not have been possible. Thank you, Isabelle. And again, I would like to thank all speakers and all participants for your interest. Thank you very much and take care. Alors, c'est ce qui met fin au 4e et dernier bloc de conférence. Nous espérons que vous avez apprécié. Comme mentionné précédemment, l'enregistrement de ce bloc sera disponible via les plateformes web sous peu. Comme il s'agit du dernier bloc de conférence, j'en profite pour remercier en français Mme Isabelle Fortin-Dufour, sans qui ce colloque international n'aurait pas été possible. Merci Isabelle. Alors, j'aimerais également attirer votre attention sur l'image qui sera projetée. Est-ce que tu es capable de la partager, Mathilde? On t'entend pas, par exemple. Alors, dans le fond, il s'agit d'un tableau, c'est au musée, dans le fond, Pop de Trois-Rivières. C'est un tableau vivant qui sera exposé au musée Pop. C'est une exposition, c'est le fruit, dans le fond, du travail de recherche de l'Université de Québec à Trois-Rivières. C'est une œuvre, dans le fond, sous forme de tableau vivant qui illustre le désistement en reprenant l'image d'une photographie d'identité judiciaire. Alors, je vous invite à aller voir. On va vous partager le lien aussi par message. Alors, c'est intéressant, c'est sur le désistement et ce sera au musée Pop. Alors, encore une fois, j'aimerais ça remercier tous les conférenciers et tous les participants qui ont participé à chacun des blocs. Alors, merci beaucoup à vous tous. Puis une excellente fin de journée à chacun d'entre vous. Merci, merci beaucoup. Merci Elsa d'avoir accepté comme ça. Tu nous as sauvés. Merci, merci Evan. See you soon. ESC, can't wait to go back. Merci, bye. Merci beaucoup à tous. Bye bye.